Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui au Totem, qui est le lieu de la French Tech Grenoble, où se rassemblent en fait de bons noms d'acteurs de l'écosystème innovation. Donc moi, je m'appelle Mélanie Blanc, je suis de l'équipe de la French Tech, je suis responsable du développement et des partenariats, notamment avec les entreprises. Et je suis ravie d'animer ce panel organisé par le cabinet GTech MITI, sponsorisé par la Digital League, autour des enjeux du marketing dans les environnements tech. Merci à vous pour m'avoir proposé d'animer ce panel, qui me parle beaucoup parce que j'ai une petite vingtaine d'années d'expérience dans des fonctions marketing, dans des univers divers et variés. Je suis Claire Girard-Usaï. Je suis responsable du pôle acquisition aux éditions Tissot qui sont basées à Annecy. Nous sommes éditeurs de solutions pour faciliter l'application du droit du travail dans les entreprises françaises. Un sujet riche et évolutif s'il en est. Et donc ça prend la forme d'abonnements documentaires pour aider les gestionnaires du personnel, les RH, les dirigeants et également les représentants du personnel à appliquer le droit du travail. Et également, depuis une dizaine d'années, une activité logicielle qui se développe. Donc moi, je vais pouvoir vous parler du marketeur qui travaille des éléments d'acquisition sur des cycles de vente courts et faciles avec des pricing maîtrisés et sur l'aspect logiciel des ventes avec des cycles de décision complexes. Bonjour à tous, je m'appelle Yoann Barthé, je suis responsable marketing au sein de la société Vocasa. Ça fait 10 ans que je suis chez Vocasa. On est éditeur de logiciels dans la satisfaction client. On vient en réponse aux entreprises qui dépensent énormément en acquisition et qui n'arrivent pas forcément à fidéliser leurs clients, en sachant qu'aujourd'hui l'acquisition devient de plus en plus compliquée, c'est de plus en plus cher. Donc notre réponse à ça, c'est justement travailler sur votre panier, éviter qu'il soit percé. Venez colmater les brèches dans votre panier, dans votre CRM et votre base client, fidéliser cette base. Et ça, c'est notre métier. On accompagne toutes les entreprises là-dessus, notamment aujourd'hui avec un nouveau produit. On accompagne les PME qui sont souvent délaissées sur ces métiers-là parce que des solutions justement de satisfaction client, de fidélisation, c'est souvent des produits qui sont très chers. Très lent à mettre en place. On a toujours besoin d'avoir une personne dédiée sur ce type de projet-là dans les organisations. Donc on a aujourd'hui bénéficié de beaucoup de projets dans divers secteurs d'activité et surtout 20 ans d'expérience dans le domaine justement pour logicialiser un maximum de choses dans un outil et faire en sorte que les PME puissent aussi s'équiper de ce type de solution-là. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre Bess, du coup j'ai la direction marketing de Waga Energy. Alors du coup on n'est pas du tout dans le logiciel, on est dans le bureau d'études. Nous le cœur de métier c'est la biométhanisation. Alors pour ceux que ça ne parle pas forcément, c'est pas le gaz généré par des digesteurs comme on voit souvent agricoles, c'est plutôt la captation de gaz de décharge, qui est un gaz très polluant, le méthane, et qu'on transforme par un procédé d'ingénierie en du biométhane, du coup du gaz vert, qui est après réinjecté dans le réseau, gaz de ville ou gaz d'alimentation pour les bus par exemple. Voilà. Donc nous 10 ans c'est l'ancienneté de l'entreprise. Nous à la base on a un bureau d'études, maintenant on a décidé d'intégrer toute la chaîne de valeur. Et ça c'est le gros travail du market aujourd'hui, c'est de faire comprendre à nos clients qu'on ne vend pas un produit, mais qu'on vend le service qui part de la captation du gaz et la qualité du gaz qu'on a jusqu'à la vente de ce biogaz, parce que c'est comme ça qu'on se rémunère. Voilà, on a un modèle d'affaires un peu particulier, on ne vend pas de technologie, on vend que du service. Voilà, c'est un petit peu le paradigme dans l'industrie, c'est qu'on vend des machines qu'on exploite nous-mêmes et qu'on fabrique et qu'on finance et qu'on construit et qu'on maintient, etc. etc. Voilà. C'est un petit peu le pendant du logiciel, on est vraiment dans le dur, dans le tuyau d'inox et dans la cuve. Voilà. Et on est une émanation aussi d'un petit peu d'air liquide parce qu'on a des brevets en parallèle avec eux. Donc on est proche. Bon, merci à vous, merci Yoann, Claire et Alexandre. Comme le disait le cabinet GTech MITI, on va s'intéresser en fait aux collaborations du marketing avec les acteurs clés de l'entreprise et on va commencer un peu chapeau par la direction générale. Alors première question, comment définir le rôle du marketing dans la stratégie globale et comment bien collaborer avec justement votre direction générale? Alors qui se lance sur cette question? Bon, mais je reprends la main du coup. J'en ai un petit peu parlé déjà tout à l'heure avec une des personnes qui est dans la salle. Moi, je me définis un peu comme poil à gratter. Et c'est toujours le curseur qu'on doit positionner entre on a des idées, on a des ambitions, l'entreprise en a aussi. Souvent, les entreprises dans lesquelles on travaille
c'est les fondateurs qui sont à la tête de l'entreprise et du coup, ils ont quand même un ressenti assez fort. C'est un peu leur trip qui est sur la table, donc on est là aussi pour faire bouger un petit peu les lignes. Moi, pour ma part, je viens du marketing et de la com B2C, donc j'ai plutôt une approche de création de contenu. Aujourd'hui, dans l'industrie, on se rend compte que c'est pas forcément le schéma, la cible n'est pas toujours la même. Donc moi, le schéma au départ, c'était être poil à gratter, essayer d'amener à planter la graine, pour être dans la métaphore, essayer de systématiquement de planter. Mais la grosse difficulté, on en parlait aussi avec des personnes qui sont prestats, c'est est-ce qu'aujourd'hui on doit le curseur, le positionner, être toujours là à les faire évoluer, ou est-ce qu'on doit juste planter la graine? Et moi, le vrai schéma aujourd'hui, c'est ça. Et après, la grosse difficulté, parce qu'on parle quand même de la difficulté puis un peu de la solitude, je la vis quand même tous les jours, c'est la difficulté entre... on trouve un problème, donc ça c'est notre métier quand même de trouver des problèmes dans l'entreprise, on essaie d'apporter des solutions, et ça c'est notre métier aussi de l'apporter. Et le troisième schéma qui est souvent un peu compliqué, c'est de défendre ces solutions, et de dire à nos dirigeants, ben, ça va coûter de l'argent, c'est pas de l'argent qui va revenir directement dans vos poches, parce que nous on paye un peu pour voir, c'est un peu le but de la com. Voilà, donc c'est un peu ce triptyque-là qu'on essaie de travailler. Donc trouver des problèmes, c'est facile. Les solutions, on est souvent accompagné dans le marketing parce qu'on a la chance d'avoir des cabinets autour et même des équipes qui sont parfois formidables pour nous aider à trouver des solutions. Et après, le vrai débat, nous, avec les dirigeants, c'est de défendre ces solutions-là et essayer de leur amener du concret et de la valeur. Après, on pourra rebondir, mais j'introduis que comme ça. J'aime beaucoup l'aspect poil à gratter parce que, en fait, là où je peux l'interpréter, ça dépend des personnalités, mais c'est l'adaptabilité aussi au contexte et de se dire, bah voilà, je sors un peu des schémas établis. Il y a quelque chose dans la tech qui est peut-être un petit peu prégnant, c'est de se dire, est-ce que parfois le marketing est un peu considéré comme uniquement support à la vente, par exemple. Et ben moi, je pense qu'il faut sortir de ce schéma-là. Bien sûr, il faut pouvoir le faire, mais aussi se dire la multiplicité des possibilités en marketing fait que, à un moment donné, il faut parler le langage de la direction, bien comprendre quels sont leurs enjeux, leurs visions, et donc partager tout ça, et à partir de là, dire comment je peux faire la preuve de moi ce que j'apporte en tant que marketeur là-dedans. Et le marketing, c'est un champ d'action et de possibilités tellement immense qu'en fait, il y aura toujours moyen d'adapter au contexte. Donc il faut bien comprendre sa direction, tenter de parler son langage, beaucoup de communication, et à partir de là, tenter de faire la preuve de ce que j'amène dans le contexte là. Donc beaucoup d'adaptation pour moi, et ce côté aussi remettre en question, comme tu le disais. Alors je vous rejoins tous les deux, puis il y a souvent un désalignement aussi entre ce que perçoit la direction et ce qu'on fait réellement dans notre quotidien. Et ça, on le verra, c'est le cas dans tous les autres services aussi, notamment chez les sales. Mais auprès de la direction, on est considéré comme des créateurs de contenu, des créateurs de posts LinkedIn. Super. Au final, c'est que des actions très opérationnelles, alors que nous, justement, on essaie de défendre autre chose, des actions beaucoup plus stratégiques. Et justement, c'est là où nous, on a besoin de temps. Et ça me fait le lien aussi avec un autre sujet, c'est le timing, qui est pas du tout le même. Une direction, les sales, ont un timing très serré, n'ont pas la même vision que nous de toutes les actions qu'on est en capacité de mettre en place ou qu'on doit mettre en place. Quand on va parler, nous, de SEO, de notoriété, de nurturing, ça prend du temps. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser si facilement que ça. Il nous faut du temps pour pouvoir avoir un ROI de toutes ces actions-là. Et ça, c'est souvent difficile aussi de l'expliquer auprès d'une direction, de l'expliquer auprès des sales. Qui ont justement besoin d'un retour sur investissement très court. Et nous, c'est souvent très très long. Donc c'est là où on va pouvoir l'aborder pendant toute la présentation d'aujourd'hui, mais il va falloir trouver justement des alternatives pour faire en sorte de travailler dans le sens que eux travaillent au quotidien. Donc c'est les accompagner sur ces éléments-là, leur expliquer toutes les démarches qu'on met en place aussi, quand on parle de notoriété, quand on parle de nurturing, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Quelles sont les petites victoires qu'on peut leur apporter et sur lesquelles on peut communiquer auprès de ces services-là. Et ça, c'est souvent le plus compliqué. Donc pour moi, il y a une notion qu'on va aborder, que ce soit avec le produit, avec les sales ou même avec la direction, c'est justement cette notion de timing qui n'est pas du tout le même. Moi, je pose que les questions. Vous avez déjà un petit peu répondu sur le timing, notamment avec Johan et Claire également, sur les défis en fait structurels et aussi culturels qu'on peut avoir entre le marketing et la direction. Pour vous, c'est quoi ces grands défis, en tout cas les principaux? Le marketing, c'est des pratiques de bon sens, bien sûr. Donc, ce que vous faites, tout le monde peut le faire.
je me moque évidemment. Ça, c'est le premier biais culturel, c'est les directions. Les directions générales et plein d'autres gens dans l'entreprise pensent que ce que vous faites, c'est voilà, c'est du bon sens. Donc, vous êtes jugé dans vos décisions et dans votre exécution. T'en parlais, il y a une difficulté de démontrer, le ROI, de prouver la valeur et donc, de fait, le besoin de ressources derrière. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Moi, je crois beaucoup à l'équilibre, l'intelligence de l'équilibre de quick win versus long terme. Donc, très clairement, pour moi, les pistes de solutions potentielles là-dessus, c'est la communication continue. J'ai déjà commencé à vous en parler. C'est réclamer le partage de la vision d'entreprise, de son évolution, et vous adapter en continu à ça par rapport à votre plan d'action qui soit court terme, moyen terme, long terme. Vous m'entendrez, je pense, beaucoup dire ça. Pour moi, le marketing est un métier de gens très responsables et très adaptables. Si c'est pas fait pour une personne, je pense qu'il faut pas y aller parce que c'est extrêmement frustrant. Il faut être patient, déterminé. Voilà, donc il y a même une notion de posture basse, je trouve, dans le métier du marketing à adopter pour vraiment être dans le partage, la communication, l'écoute et être au service avec son expertise, parce que vous êtes tous des experts dans votre domaine, mais malheureusement des experts un petit peu dans l'ombre et pas reconnus. Donc la notion de posture, la notion de patience, de détermination, de persistance est très importante. Voilà, donc c'est pas pour moi des solutions faciles, c'est beaucoup d'efforts, mais c'est très gratifiant quand on y arrive. Voilà, moi, je pourrais en discuter avec certains d'entre vous si vous le souhaitez ensuite, mais j'ai une expérience longue dans l'entreprise dans laquelle je travaille et j'ai vu les choses évoluer progressivement, mais la patience a été ma meilleure alliée. Voilà, donc je vous ai parlé de la posture. Et puis, qu'est-ce que veut votre direction générale? Comment vous devez lui parler à elle? Pas comment vous parlez vous. Comment faut parler à votre direction générale? Quels sont ses triggers en fait? Comment elle fonctionne? Qu'est-ce qui fait que? Voilà. Donc beaucoup d'adaptabilité. Ah oui, et puis aussi le commercial et le produit, ça doit être vos complices. Je parle pas de meilleurs amis, mais en tout cas vos meilleurs complices dans l'entreprise. Donc ça, c'est des relations aussi à nouer parce que il faut une concordance de voix à minima. Alors on peut avoir des soucis d'alignement parfois, mais en tout cas travailler systématiquement à être en complicité avec les grands autres décideurs de l'entreprise. J'ajouterais juste une chose, c'est justement le langage. On parle d'adaptabilité. On va pas parler entre nous comme on va parler à une direction. On a parlé tout à l'heure justement du timing qui est pas du tout le même. Le langage est pas du tout le même. Nous, on va parler MQL, on va parler inbound, on a parlé nurturing, ABM, etc. La direction s'en fout royalement. Eux, ce qu'ils attendent, c'est des leads, mais sauf que leads, pour eux, ça veut dire leads projet. Ça peut pas dire leads MQL, leads SQL, etc. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut prendre conscience de ces éléments-là. On va pas faire des réunions entre nous, marketeurs, et employer les mêmes termes. Je vous jure, je fais pas exprès. Mais on va pas faire la même chose et les mêmes réunions avec la direction comme avec les équipes market. Donc ça, c'est un point aussi qui est vachement important. Et comme Claire, ça, je l'ai appris aussi au fur et à mesure. J'y allais en frontal au début auprès de ma direction en disant « Non, mais attendez, vous comprenez pas du tout ce que ça veut dire un lead. Ça marche pas comme ça. Il faut y aller étape par étape, etc. » Et je leur expliquais, je prenais beaucoup de temps. Ça demandait beaucoup d'énergie parce qu'on y revenait très régulièrement sur ces éléments-là. Et en fait, j'ai compris que ça servait à rien. Comme sur d'autres sujets, eux, quand ils s'efforçaient de m'expliquer, je comprenais pas non plus parce qu'on n'est pas fait de la même manière. Claire le disait tout à l'heure, le métier de marketing, c'est presque une vocation parce qu'il faut être très patient. Et faire beaucoup de preuves d'abnégation. Et si on n'est pas capable de ça, ça peut devenir très compliqué. Là, c'est le même principe. Quand on a besoin de parler à la direction, on emploie les bons termes. Et ça demande un effort aussi, parce que nous, il faut traduire tout ce qu'on fait dans le quotidien en action ou en décisions très précises qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent assimiler.
et sur lequel, ok, là, ça les éclaire. Et ça, on a besoin aussi de faire ce travail-là. Je suis même passé, moi, par un lexique que je leur ai envoyé, donc ça les a fait beaucoup rire. Alors, après, ça dépend de la relation que vous avez aussi avec votre direction, hein. Voilà, la relation est très très bonne par chance. Mais du coup, je leur avais fait un lexique et c'était très très drôle parce que je l'avais illustré. Mais au final, on en a beaucoup ri. Derrière, ça n'a pas servi à grand chose. Donc, bon, justement, là, l'idée, ça a été de revoir un petit peu tout ça, nous revoir notre copie au market, justement pour employer les bons termes, faire en sorte qu'ils puissent comprendre quelles actions on mettait en place, à quoi elles servaient, à quelle finalité ça répondait. Et du coup, on s'en est servi aussi pour discuter avec les sales qui ont à peu près, parce qu'ils ont les mêmes timings, ont à peu près le même langage. Donc ça a été des éléments hyper importants. Du coup, moi, je vais essayer juste de rebondir sur ce qui a été dit juste avant, et je suis complètement d'accord. Je vais faire en 3 points. Le premier, pour moi, c'est la maturité du projet. On a beau avoir plein d'idées, plein d'envies, il faut aussi arriver à savoir si on arrive au bon moment. C'est un peu la définition du marketing, hein, c'est au bon endroit au bon moment. Et ça, c'est une des expériences que j'ai pu tirer. Je pense qu'on est tous dans le cas là. On a plein d'idées, mais des fois, il est trop tôt pour les mener. Le deuxième, c'est un peu ce que vous disiez, c'est la capacité à être aussi un vendeur, parce que les projets, nous, on les a, on les vit et on a envie de les développer, mais à la fin, il faut quand même les vendre en interne, les vendre à la direction, mais aussi se faire des alliés. Et c'est vrai que dans l'industrie, moi, je me rends compte de plus en plus, il faut que le nerf de la guerre, c'est la production, et si on est allié avec les gens qui font de la production, qu'on leur amène des solutions, eux, ils auront beaucoup plus de poids et on pourra développer des budgets qui sont vraiment plus faciles à développer qu'un budget marketing, qui est souvent le dernier budget qu'on valide en début d'année, pour pas dire au mois de mars. Voilà, ça c'est les 2 points que je voulais mettre en complémentarité avec tout ça. Voilà. Ok, merci. On a commencé à parler un peu métriques, MQL, SQL avec Johan. Au-delà des métriques traditionnelles, comment vous avez pu démontrer votre impact auprès de la direction générale? Est-ce que vous avez des tips? Alors, il y a un sujet qui me vient en tête, c'est moi sur la partie produit, justement. Alors, j'ai aussi la casquette PMM, donc Product Marketing Manager. Et je me suis servi justement du produit pour asseoir finalement toute la légitimité du service marketing. On n'est pas juste là pour faire des posts LinkedIn, je l'ai dit tout à l'heure, pour faire des belles illustrations. Je souffre encore d'un terme, c'est le marketing va redimensionner l'image. Ça, c'est encore douloureux quand je le dis, parce que pendant très longtemps, ça a été ça dans l'organisation. Donc là, l'idée, ça a été d'utiliser justement tout le nouveau produit qu'on a sorti, le nouveau produit logiciel, pour asseoir justement ce savoir-faire en abordant les choses différemment. Je me suis pleinement intégré à l'équipe produit, qui au final n'existait pas à ce moment-là, puisque c'était que des développeurs. Donc j'ai pris en charge cette casquette du coup de PMM, justement pour être l'interface entre les développeurs et la direction, et apporter là justement des choses très concrètes et surtout une vraie stratégie, en leur disant, mais regardez, là aujourd'hui on est plutôt axé sur telle cible, on propose tel type de solution là pour répondre à telle problématique. Là aujourd'hui il va falloir qu'on change un peu notre fusil d'épaule ou qu'on change d'axe, parce que justement là, sur cet axe-là, on n'a plus de place. Donc là, ça a été vraiment un vrai moyen pour moi d'assurer une vraie force, une vraie légitimité sur la partie du market, parce qu'à ce moment-là, ils se sont rendus compte au final qu'on n'était pas juste là pour faire du contenu marketing, on était là vraiment en amont de ces contenus-là, pour définir la stratégie, définir le positionnement. On en parlera tout à l'heure quand on va parler produit, mais tout ce qui est message, tout ce qui est stratégie de prix, en gros, au final, tout le go-to-market qui drive un peu notre quotidien aujourd'hui, mais de manière un peu éclatée. Là, ça a été de reprendre finalement toute la stratégie de go-to-market avec des étapes bien précises et travailler avec eux sur ces éléments-là, avec des ateliers avec la direction, avec le produit, avec les sales. Et donc, être à l'initiative finalement de tous ces travaux-là a permis justement d'asseoir cette légitimité qui manquait à ce moment-là côté marketing. Oui, dans une organisation très orientée produit, je pense que c'est super. Dans un autre type d'organisation, comme la mienne par exemple, très orientée chiffre commercial, du coup, la technique peut consister à simplement se mouiller et chiffrer et promettre et revenir sur ça a marché, dans quelle mesure, où ça n'a pas marché, et
pourquoi, si on arrive à l'identifier, surtout comment on redresse la barre différemment. Et le fait de communiquer en continu permet aussi de créer la confiance progressive, parce que même s'il y a des échecs, mais qu'on est capable de les assumer et de dire on en tire les conséquences, ça construit la confiance progressivement, et c'est ça. Donc il s'agit en effet de s'avancer sur les choses et puis de revenir dessus systématiquement et d'adapter en permanence. Moi, j'avais un point pour souligner ce que vous avez dit, c'est déjà remettre un peu l'église au centre du village. C'est-à-dire, souvent, les directions générales nous voient comme de la communication, et en fait, la communication, c'est un des organes du marketing. Et moi, la première chose que j'ai faite, c'était déjà redéfinir qu'est-ce que le marketing et qu'est-ce que j'entendais par marketing. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà, j'arrive dans une société, vous faites de l'industrie, des produits très jolis, pas sexy, mais très jolis, très opérationnels, et à la fin, le marketing, qu'est-ce que c'est pour vous? Et finalement, la question, c'est, moi, c'est tu fais des dessins, c'était encore pire que toi, je fais des dessins, quoi. Je dis, oui, je dessine, mais c'est pas mon premier métier, quoi. Donc, la première chose pour moi, c'était vraiment redéfinir ce que le marketing. La stratégie commerciale est un petit peu différente, elle est plutôt sur l'écrémage, donc c'est la capacité à dire on ne veut pas finalement récupérer tous les leads qu'on récupère, mais plutôt arriver à créer un peu d'autonomie induite pour que les clients, quand ils arrivent sur notre site, ils ne soient pas systématiquement cliqués, mais que ce soit vraiment une démarche de dire je clique parce que je suis vraiment intéressé, du coup on développe le commerce derrière. Donc ça a été plutôt mettre en place de l'écrémage pour leur dire là c'est la stratégie qui fonctionne. Et après la division du marketing, c'est dire nous on va vous aider. Et nous, on a beaucoup tourné produit. Et l'objectif, c'est dire le produit pour nous, c'est vraiment redéfinir au départ, est-ce que le produit qu'on va vendre aux US, il est le même que celui qu'on va vendre sur le marché anglais, quoi. Et c'est la valeur ajoutée qu'on a apportée, c'est dans la réflexion. Alors c'est vrai que c'est pas forcément la première image qu'on met derrière une personne qui fait de la com, mais si on remonte un petit peu la hiérarchie, qu'on dit qu'on fait du marketing et que du coup on va accompagner les gens du produit pour dire aujourd'hui, la législation anglaise par exemple, elle est différente que celle qui est basée en Espagne, et du coup on amène un petit peu d'eau à ce moulin-là, et c'est là où la légitimité grandit. Moi l'opposé, c'est vrai que les chiffres chez nous c'est pas très important. Le sales, c'est des contrats qui sont négociés sur 3 à 4 ans, donc finalement on a très peu d'impact. Nous on est là pour faire des dessins pour leur aider à schématiser qu'est-ce que c'est qu'une box et qu'est-ce que c'est qu'une vanne, mais c'est pas forcément très intéressant. Nous le schéma, c'est dire voilà, on se met en amont avec eux et on réfléchit à quelle stratégie pour quel marché. Et du coup ça passe par exemple par une cellule de lobbying qu'on n'avait pas forcément par le passé, qu'on a mis en place pour essayer de faire réfléchir un petit peu le marché. Donc c'est toute la stratégie qu'on met en amont, et ça passe par la redéfinition pour moi du marketing au sein d'une entreprise, parce que dans la tech, je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde de savoir ce que c'est que le marketing. Voilà. J'avais pris un peu la posture de parapher Steve Jobs en disant qu'ils embauchaient des gens pour leur dire quoi faire et pas juste pour qu'on leur dise quoi faire. Voilà. Enfin, c'est l'inverse. Vous m'avez compris. Merci, j'aime beaucoup remettre l'église au milieu du village. J'espère que vous avez apprécié aussi, mais c'est très juste. Dernière question, vous nous avez déjà partagé certaines expériences. Est-ce que quelqu'un peut partager une dernière anecdote, expérience concrète que vous avez vécue, notamment pour faire de la pédagogie et mieux faire comprendre ce que vous faites, votre impact au niveau de la direction générale? Je rebondis sur ce que tu disais, c'est par rapport au boarding. Je suis dans une boîte avec une mission, une vision et des valeurs qui étaient assez importantes, et aujourd'hui, on ne le communique pas forcément à l'extérieur. Et je leur ai proposé de faire un manifeste. Et quand j'ai proposé ça en Codir, on me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous, on ne veut pas les manifester. Et en fait, c'était une question de boarding. Et du coup, je me suis fait renvoyer dans mes 22, quoi, pour rester dans le côté métaphore sud-ouest. Et je me dis, merde, en fait, ça va pas fonctionner, quoi. Et j'ai cogité, et je suis revenu une semaine plus tard, j'ai dit, en fait, je vais faire une vidéo de marque corporate. Ah, putain, c'est trop bien, c'est ce qu'on veut faire, quoi. Et en fait, c'est juste une question de wording, donc finalement, c'est vrai que c'est important de remettre le bon niveau, le bon discours au bon endroit, quoi. Et peut-être au bon moment aussi, parce que peut-être le Codir, c'était pas le meilleur endroit pour en parler, mais voilà, c'est court et rapide. Moi, c'était plus de l'ordre de la ressource. En fait, comme on est dans une structure très héroïste, la communication et l'influence a été le parent pauvre pendant très très longtemps. Moi, je souhaitais qu'on puisse développer ça au sein des compétences internes de l'entreprise. Je reviens sur ce que je vous ai dit en fait précédemment, et ça rejoint aussi ce que Johan a dit, c'est patience, pas lâcher l'affaire, et savoir au bon moment rebondir sur une situation qui fait que c'est le moment pour défendre le fait de prendre une ressource additionnelle spécialisée en communication. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé pour nous, et du coup j'ai eu cet aval, et ensuite c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on tire le fil désormais pour dire voilà, ça qui n'est pas mesurable en termes de retombées, on peut en grande masse définir que grâce à la communication et l'influence désormais portée par une ressource dédiée, on a du bénéfice qu'on sent monter sur des éléments clés. Donc on en partage quelques-uns sur lesquels on veut faire le focus, et on avance comme ça.
Eh bien, merci pour toutes ces anecdotes et bonnes pratiques avec la collaboration sur la direction générale. Je vous propose d'enchaîner sur le deuxième axe. On a prévu un temps à la fin, questions-réponses. Oui. Après, si vous avez une question, n'hésitez pas. En tout cas, on a prévu ce temps. Donc là, on a vu la direction générale. Là, on va passer au deuxième axe, qui est, Johan en a un petit peu parlé, les liens avec le produit, le développement produit, qui va être certainement différente entre la tech et le domaine peut-être plus de services et industriels. Alors, première question, un peu chapeau, pourquoi la collaboration entre le marketing et le développement produit est-il si crucial pour le succès global de l'entreprise? Johan, tu l'as un petit peu évoqué, mais je vous laisse la parole. Pour commencer, du coup, j'ai une petite question. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un sprint produit? Ouais. Bon, en gros, c'est des phases de développement. Donc, généralement, c'est 2 semaines de développement. Maintenant, est-ce que vous savez combien coûte en moyenne un sprint? Non? C'est 20 000 €. Et pourquoi je parle de ça? Parce que justement, s'il n'y a pas le service marketing qui joue ce lien un peu transverse entre le marché, les sales, la direction et le produit et les techs, c'est facilement 20 000 € qui partent en fumée. Et 20 000 €, c'est dans le meilleur des cas. Parce que 20 000 € plus, 20 000 € plus, 20 000 € pour se dire au bout de 60 000 €, on n'est pas parti dans la bonne direction, on n'a pas développé les bonnes fonctionnalités puisqu'on ne trouve pas notre marché, ben c'est 60 000 € partis comme ça en fumée très très facilement. Donc voilà pourquoi je pense que le marketing est important à ce niveau-là. C'est vraiment se dire, ok, on va développer telle fonctionnalité, mais avant de partir tête baissée dans le développement, à quoi ça va servir, à qui ça va s'adresser, est-ce qu'il y a vraiment un marché là-dessus, ou est-ce que, vous savez, il y a pas de commerciaux ici? Hormis les quelques-uns de chez GTech ou Miti. Bouchez-vous les oreilles. Pour les commerciaux, la vérité est souvent celle de la veille. Donc, ils ont eu un contact, un prospect, un client la veille. De suite, il faut telle fonctionnalité pour le lendemain. Elle est hyper importante, elle est ultra demandée. Sauf qu'au final, ça arrivait une fois, mais c'est la dernière. Donc, c'est la vérité absolue. Et c'est là le risque, au final. Et donc, justement, le marketing est là pour essayer de temporiser un peu ce temps-là. On va peut-être parler de Product Discovery aussi avec tout ce que ça amène justement comme technique pour aller écouter le marché, faire de la veille, faire des interviews avec les prospects ou avec le marché cible qu'on souhaite adresser. Donc tout ce travail-là, au final, pour moi, c'est ce que j'ai poussé auprès de la direction, pour en revenir au sujet précédent, pour dire, regardez, on a besoin aujourd'hui d'avoir une personne au market qui a cette casquette-là ou une équipe market qui joue ce rôle-là pour aller identifier s'il y a vraiment un besoin sur le marché. Et si oui, comment on va pouvoir l'adresser. Donc là, ce sera plutôt la partie opérationnelle avec l'équipe produit et l'équipe tech. Donc pour moi, c'est vraiment ce travail-là qui est important pour l'équipe marketing. C'est justement aligner marché et développement produit. Super, rien à rajouter. Nous, on s'est engagé depuis 2 ans, dans le fait de justement mettre en place des discovery produits pour aligner toutes les parties prenantes et clairement avec des matrices de responsabilité, des interventions ad hoc de chaque intervenant selon son métier, selon sa fonction. Et oui, c'est sûr que ça change la donne complètement, d'arriver bien en amont. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux. Non, c'est vrai que nous, dans l'industrie, le produit, c'est l'ADN, c'est l'essence même de la marque. Donc, mais un développeur produit ingénieur, il a souvent envie de développer une belle machine, mais est-ce que la machine elle correspond à son marché? Et nous, c'est exactement comme ça qu'on se positionne. C'est dire aujourd'hui, suivant la maturité du marché, alors nous, on fait du dégazage, on fait du traitement, de la cryogénie, de la revente de gaz derrière. Il y a des marchés où on n'a pas besoin de tout ça. Sauf qu'un ingénieur, il veut développer la machine fabuleuse, quoi. Et donc, nous, on est là aussi pour tempérer. Avec le sales, parce que le sales, chez nous, ils font quand même beaucoup de découvertes. Les contrats, ils signent au bout de 3-4 ans, donc ils ne sont pas trop dans cette instantanéité-là. Mais c'est vrai que le vrai nerf de la guerre, c'est se positionner comme est-ce que le marché est mature
mature, et je reviens à la maturité dans l'entreprise, mais est-ce que le marché est mature pour avoir un produit? Et nous, c'est là où on a freiné l'entreprise, par exemple, parce qu'on voulait se développer en Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de décharges, mais en fait, les décharges sont à ciel ouvert et le gaz n'est pas capté. Donc, ça demande beaucoup d'investissement. Et là, c'est pas 20 000 euros, nous, c'est plutôt en millions d'euros. Et du coup, c'est des sommes trop importantes. Donc, le positionnement du produit, en tout cas dans la partie industrielle, et je pense que c'est pareil pour vous, il est au cœur même de l'activité. Et si on redéfinit le marketing, effectivement, dans les fameux 4P ou 7P, comme on met autant qu'on en veut, ben, le produit, il a une place importante. On n'a pas toujours la légitimité pour en parler, mais on a le devoir, en tout cas, d'alerter, de dire attention, c'est une des places, une des actions que le marketing doit avoir. Voilà. Mais c'est jamais facile. Et je le vis tous les jours. Alors, en effet, sur certaines entreprises, on a le marketing et le produit qui sont liés, mais c'est pas toujours le cas. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir des divergences, des malentendus entre produit et marketing. Vous en avez déjà un peu parlé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en tout cas de votre expérience, quels sont ces malentendus et pourquoi on a cette telle divergence? Je peux commencer? J'ai un exemple qui est assez rapide. Entreprise industrielle, on fabrique des box, on s'appelle ça des Waga box, qui sont là pour traiter le gaz capté en décharge, le transformer, le rendre utilisable par vous et moi pour chauffer votre casserole. Nous, on a un produit qui est très fini, qu'on essaie de standardiser, mais qui n'est pas encore standardisé. Et le paradigme, c'est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est vendre ce produit. Et en fait, au final, le rapport d'étonnement que j'ai émis, c'est dire, aujourd'hui, nous, on ne vend pas ce produit, parce qu'on le finance, on l'entretient et on vend le gaz. Et c'est arrivé à dire, on sort d'un marketing très produit, on vend notre box, qui est magnifique. Pour une industrie, elle est très belle, c'est tout en inox, fabriqué à Grenoble, voilà. Mais au final, la box, on ne la vend pas. Et c'est arrivé à dire, aujourd'hui, nous, il faut qu'on change de façon de fonctionner, qu'on vende un service, qu'on vende le financement, le génie civil, le terrassement, voilà, la partie automatisme. Et c'est arrivé à transformer, justement, le produit en tant que tel, pas vendre, marketer ce produit, mais marketer le service qu'on a autour. Et pour une industrie, c'est assez particulier. Et donc, c'est le challenge qu'on essaie de relever, mais la graine a été plantée. Et du coup, c'est comme ça qu'on essaie d'agir en disant, nous, il ne faut pas qu'on vende ce produit, parce qu'au final, vous marketez un produit qui est magnifique, mais à la fin, votre client, il dit, je le veux, mais non, désolé, on ne vend pas la box. Tout ce qu'on vend, c'est autour. Et la valeur qu'elle va générer. Donc, c'est la différenciation entre le service et je pense dans le logiciel, c'est un petit peu pareil, je sais pas, c'est le logiciel, mais nous, en tout cas, voilà, on vend une technologie, on ne vend pas le produit, même si au départ, on marketait beaucoup le produit. C'était un peu un écueil au départ. Alors, j'étais pas là, mais j'y ai participé au départ. Et du coup, j'ai mon propre rapport d'étonnement. Pour moi, il y a deux malentendus. Le premier, on y revient, mais c'est le timing. Les produits, les techs vont tout faire pour développer à la virgule près le produit avant de le mettre sur le marché. Sauf que, toujours pareil, une question de coût. Si on passe un an à développer un produit, mais qu'on est parti dans la mauvaise direction, on a perdu un an. Donc là, c'est plus 20 000 euros, mais c'est catastrophique. Si on ajoute du market, etc. à côté. Donc, toute la difficulté, pour moi, c'est de gérer le timing. Entre les développeurs et le produit qui attendent justement, qui sont perfectionnistes, qui attendent le bon moment pour sortir le produit, et le marketing et les sales, et la direction aussi, qui fait un peu plus preuve d'impatience et qui justement a besoin de sortir les choses très très vite, de communiquer très très vite pour voir si les leads sont chauds là-dessus, s'il y a un potentiel sur le marché, etc. Donc pour moi, ça, le premier malentendu, il est là, c'est la notion de timing. Et pour ça, c'est pour moi important d'échanger avec le produit pour leur faire comprendre qu'on a besoin de communiquer assez vite, qu'on n'a pas besoin d'aller au bout d'une fonctionnalité pour la tester, pour voir si ça prend. Et justement, c'est des moments aussi qui peuvent être des bons moments pour échanger avec la cible, le segment cible. On leur dit, on est en train de développer telle chose pour tel besoin pour vous, votre profil à vous, on est en train de le développer. Par contre, vous allez nous aider, nous accompagner là-dessus, et nous, on s'engage à faire la fonctionnalité qu'il vous faut. Et ça, c'est important de le faire, parce que justement, on peut engager une communauté à travers ce travail-là, et puis surtout, on évite tous les déboires il y a de nombreuses fonctionnalités aujourd'hui qui existent, et on a tous des exemples dans les outils qu'on utilise, de fonctionnalités qui ne nous servent pas grand-chose, qui ont dû coûter des centaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros à des entreprises, et qui au final ne trouvent pas leur marché. Donc pour moi, ça c'est le premier malentendu, c'est le timing. Le deuxième, c'est la perception de valeur. La première chose, c'est que le marketing justement va être sur le bénéfice final, à quoi ça va servir, à quel besoin justement doit répondre cette fonctionnalité, alors que le produit, lui, ou les techs sont souvent dans
ben, aujourd'hui il y a l'IA, il faut absolument qu'on intègre l'IA. On verra demain à quoi ça va servir. Par contre, il faut absolument qu'on l'intègre. Non. On va attendre un peu, on va se poser la question. Il y a quelques semaines, là, j'étais au salon All for Customer à Paris, qui mélange relations clients et marketing. Toutes les boîtes font de l'IA. Toutes ont un positionnement différent sur l'IA. Au final, quand on creuse un peu, en fait, elles font toutes la même chose. Donc, tous ont intégré l'IA parce que c'est un effet de mode, parce que c'est important de l'avoir aussi, hein, parce que j'ai vu des comportements où des prospects arrivent sur les stands en disant est-ce que vous faites de l'IA? Oui. Pourquoi faire? Je sais pas. Vous faites de l'IA? Oui. Ok, je suis rassuré, je vais pouvoir parler avec vous. Mais on n'a pas du tout parlé de besoins, de réponse à une problématique, etc. Donc, il y a aussi le marché qui nous envoie un peu dans cette dérive-là. Mais c'est important justement de remettre l'église au milieu du village. Je vais reprendre l'expression. La perception de valeur, elle est hyper importante. On va arrêter de développer parce que c'est des effets de mode, parce qu'il y a une nouvelle technologie, etc. Parce que ça peut coûter très très cher pour au final très peu de résultats. Donc là, le gros avantage du marketing, justement, c'est d'être toujours en veille sur ces éléments-là, du marché, ce qu'ils attendent, ce qui se fait aussi chez les concurrents, et ça donne pas mal d'indications. Justement pour comprendre là où doit aller le produit, là où doivent aller les développements, parce que ça c'est un élément important pour la roadmap. Et après, j'y reviendrai un peu plus tard, mais on fait aussi voter nos utilisateurs ou nos prospects. On a toute une page product board qui nous permet justement de mettre toute notre roadmap sur lequel du coup les utilisateurs peuvent aller voter sur les fonctionnalités qu'ils pensent être les plus intéressantes. Et donc là, on a fait ce travail-là justement où j'ai poussé cette solution, cet outil auprès du produit pour leur dire on a besoin de ça, on va arrêter de se regarder le nombril, on va prendre vraiment en considération ce que veulent nous dire les clients et ce que veulent avoir les clients. Et donc on a mis en place cette solution qui marche plutôt bien. Eh bien, merci pour avoir évoqué les malentendus. Une dernière question sur les relations avec le produit. Est-ce que certains d'entre vous pourraient nous partager une anecdote ou une expérience ou une bonne pratique que vous avez mis en place de manière un peu concrète et qui a réussi à rapprocher les équipes marketing et développement produit sur un projet spécifique? Je vais faire très simple. À l'origine, il n'y avait pas de service produit au sein de la société. Donc, j'ai dit tout à l'heure, c'était que des développeurs. Donc, ça parlait très technique. Alors, moi, j'aime beaucoup, donc moi, ça m'intéresse. Mais ça n'intéresse pas tout le monde. Et puis surtout, ils avaient tendance à s'isoler. Donc, il y a quelques années, j'ai décidé justement de m'intéresser aux produits et tout ce que ça imbrique comme technique, comme atelier, etc. Je suis allé me former. Donc, c'est là où l'entreprise, du coup, m'a suivi sur ces éléments-là, puisque elle a accepté de m'envoyer sur cette formation. Donc, j'ai eu la formation Product Marketing Manager, qui est finalement le marketing vraiment dédié aux produits. Et à la suite de ça, j'ai recruté l'équipe produit. Donc j'ai recruté un product manager. On a fait une mobilité interne où on a mis un PO en interne. Et comme ça, du coup, on a constitué une équipe produit qui nous a permis justement de bien travailler entre marketing, produit et tech. Et vu que j'ai été à l'initiative finalement de ça, tout s'est fait très naturellement. Vu que je me suis occupé du recrutement, donc j'ai dû aussi me concentrer sur qu'est-ce qui est attendu d'un PM, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter, etc. Donc je me suis vachement documenté. La formation aussi m'a permis de monter en compétence là-dessus. Donc j'ai appris à parler leur langue. Et pareil, hein, on en parlait tout à l'heure avec la direction, c'est important de parler la langue de la direction et du produit aussi, justement pour qu'ils se sentent en confiance avec nous et qu'on puisse travailler conjointement sur différents sujets. Donc là, ça a été un vrai atout pour moi, je pense, à ce moment-là, d'être à l'initiative de tout ce projet-là, de m'être formé, de m'être documenté, justement pour parler la même langue que les techs et que l'équipe produit. Et au final, aujourd'hui, on fait presque plus qu'une seule équipe entre le produit et le market. On anime les ateliers ensemble. Donc là aussi, ils ont cette vision aujourd'hui un peu plus marché qu'ils pouvaient, dans certaines entreprises, ils n'ont pas.
Donc ça, c'est un vrai plus pour moi et surtout, c'est un gain de temps incroyable parce que j'ai pas à passer justement énormément de temps et d'énergie à leur dire, attendez, là sur tel marché, telle cible, ça va pas, etc. Puisque eux, d'eux-mêmes vont faire ce travail-là ou vont questionner, vont participer en shadow aussi à des appels avec les sales. Donc au final, toute cette culture, ils l'ont déjà parce que on a recruté aussi des profils qui pouvaient avoir cette culture-là, ou en tout cas cette ouverture-là. Mais vu que ça vient du marketing, je pense que ça a facilité aussi énormément de choses au moment de la mise en place du service et des connexions qu'on pouvait avoir entre le market et le produit. Donc, j'ai quand même essayé. Parce que c'est justement le pont entre l'équipe sales, l'équipe produit et l'équipe market. Nous, on n'est pas du tout dans l'équipe produit. On est vraiment en parallèle de ça. On a développé le market pour faire du business développement. Voilà. Aujourd'hui, je prends l'exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais essayer de le simplifier encore un peu plus. Aux USA, par exemple, qui est un très gros marché pour nous, l'administration Biden a mis en place un programme qui s'appelle le Super Emitter Programme, qui est là pour justement scanner le parc de décharge américain avec des satellites, avec des capteurs CH4 pour regarder s'il y a du méthane qui émane des décharges. Et certains de nos concurrents, parce que nous, on a la chance d'avoir une technologie qui est bien plus avancée que nos concurrents, elle est plus chère, mais elle est plus performante aussi. Nos concurrents ne captent pas bien le gaz de décharge qui s'émane dans l'atmosphère, et du coup, c'est très, très néfaste. Nous, à l'opposé, on a une technologie qui nous permet d'aspirer beaucoup de gaz, du coup, d'avoir très peu d'émanations, et de le capter, de le traiter, de le valoriser un peu plus. Et quand on a appris ça, quand on a vu cette revue documentaire, nos équipes sales ont dit, là, Alex, il faut absolument qu'on communique en disant que nous, on est meilleur, que nous, on fait mieux. Et c'est là où justement le paradigme, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas aller voir le produit pour leur dire, est-ce que nous on est sûr de ça, parce que finalement on va partir dans du greenwashing. Et alors à l'opposé des équipes commerciales, vous dire, nous on est mieux que tout le monde, il faut qu'on communique parce que c'est vrai, mais à la fin on n'a rien pour le prouver, quoi. Et c'est là où le produit justement est un allié pour dire, attention, on va quand même se prémunir de ça, parce que le greenwashing c'est vite arrivé. Et du coup on a réussi à freiner, on s'est mis un peu à dos les équipes commerciales en disant, mais là Alex, on a un élément différenciant, un élément qu'on pourrait mettre en avant, mais on le fait pas parce que du coup tu nous freines et tu ne veux pas communiquer. Donc voilà, c'est peut-être le pont avec l'équipe sales derrière, mais voilà, c'est comment l'équipe produit aussi nous permet de tempérer, de qualifier un peu plus notre communication, dans le sens où on fait une communication. Nous, on est quand même une entreprise qui fait du gaz vert, mais voilà, on n'est pas souvent toujours très vert. Il faut arriver à remettre un petit peu la chose correctement. Voilà, c'était l'exemple, freiner les sales et aider le produit. Ouais, tu l'as très bien dit, on a un vrai triptyque, marketing, sales et développement produit. Donc on va passer, mais merci. On va passer au troisième et dernier axe, qui est le point, un des points durs quand même. C'est la relation entre le marketing et les commerciaux, les sales. Alors, je pense que tout le monde a eu ces anecdotes et ces difficultés. La question que vous êtes peut-être posée d'ailleurs et qu'on va essayer on va essayer d'y répondre là aujourd'hui, c'est pourquoi il y a ces fameuses tensions récurrentes, très fréquentes, entre équipe marketing et les commerciaux. Et notamment, on le retrouve de manière très importante quand l'entreprise elle est vraiment très drivée vente, sales, etc. À mon sens, c'est parce qu'il n'y a pas de couple qui s'est créé. Dans le sens où, pour moi, le marketing doit frayer avec le commercial, et le terme est vraiment important. Il faut vraiment faire de l'équipe commerciale son meilleur ami. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être en direction du pôle acquisition qui a les métiers marketeurs, télémarketeurs et les métiers commerciaux. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Et en effet, il peut y avoir une notion de silotage complet. Normalement, on a le même objectif, parce que faut quand même... Enfin, je vais lancer une tarte à la crème, mais le marketing, au même titre que les sales, contribue à la vente. Sauf qu'il y en a un dans l'ombre et l'autre dans la lumière. C'est la simple différence qu'il y a entre les deux. Et pourtant, il peut y avoir... on en revient toujours au problème de langage et de communication et de points de ressources particulières. Alors, sans vouloir faire de la caricature, à tout prix, on l'évoquait, parfois, souvent dans les équipes commerciales, on a affaire à des personnalités plutôt extraverties et sur une temporalité courte à moyenne, sauf dans certains cas de figure, mais voilà. Là où chez les marketeurs, on est, et Johan l'évoquait, sur des temporalités qui doivent être dans le temps court, mais qui sont souvent sur le moyen à long terme.
Donc déjà, on voit qu'on ne partage pas la même temporalité, donc forcément, ça crée un décalage. Donc ce décalage, il existe, il persistera, c'est pas le sujet. C'est juste de se dire comment le marketing, et vous remarquerez que je mets toujours à nouveau l'effort du côté du marketing, le marketing doit se montrer assertif et patient et dans l'initiative de la communication. Alors évidemment, il faut que les équipes sales soient OK pour communiquer, mais en tout cas, l'effort, pour moi, doit venir du marketing. De descendre au niveau pédagogique pour expliquer pourquoi, de solliciter pour faire des tests, retester, réessayer, solliciter le temps pour faire ça, etc. Et encore une fois, revenir dessus pour montrer, tu vois, là, ça a bien marché et je te le montre. Qu'est-ce que tu en penses, etc. Et puis, comment, quand ça n'a pas marché, on dit, OK, bon, ça, on a fait, donc maintenant, on peut passer à autre chose, et puis on poursuit. Et puis, pour moi, le marketeur, ça doit être un facilitateur pour les commerciaux. Si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question, est-ce que vous facilitez la vie des commerciaux avec des outils, avec des process, avec des automatisations? Si ce n'est pas le cas, vous passez à côté d'une belle opportunité de leur montrer votre valeur très, très concrètement. Voilà. Ah oui, j'avais un point aussi sur l'individualisme. En fait, l'individualisme, c'est la nature de chacun, forcément. Je pense qu'il faut être très, très attentif à l'esprit collectif. Et l'esprit collectif, ça se joue dans l'équipe et ça se joue donc intra-équipe, marketing, sales. Et pour moi, là, le manager, le directeur, enfin, les directeurs, les managers ont un rôle crucial. Attention lors des recrutements et attention lors des premiers mois, parce que, évidemment, au recrutement, parfois, on ne voit qu'une partie, et donc, dans l'intégration dans l'équipe, bien être attentif à les électrons libres, qui sont parfois des gens très, très performants et super, mais contribuent-ils au collectif? Et si ce n'est pas suffisamment le cas, se poser la question de l'intérêt moyen et long terme de personnes très individualistes et qui ne veulent jamais travailler avec les autres. Voilà. Et ça, c'est valable du côté des marketeurs comme des commerciaux. Chercher à créer le lien pour un travail, voilà. Ensemble, on va plus loin, comme on dit tout le temps. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc, moi, c'est une vraie réflexion sur qui constitue l'équipe et quelle est l'attitude de chacun et sa responsabilité. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'on entend souvent, tiens, c'est le commercial qui a vendu ce gros deal. Mais on l'entend rarement, c'est le marketing qui a contribué à ce que le gros deal arrive sur le site ou convertisse. Donc je vois que ça fait sourire tout le monde. Je suis rassuré, je suis pas le seul. Mais voilà, et c'est là où je rejoins Claire, il faut que ce soit un partage. OK, le commercial a vendu. Encore une fois, la tâche, elle est pas simple. Avec toute la concurrence qu'il y a, etc., la tâche, elle est vraiment pas simple. Par contre, le marketing a fait en sorte que ce lead soit là. Qu'il est converti directement sur le site, qu'il est appelé en direct, mais qui nous est justement vu sur LinkedIn avec nos différentes campagnes, nos campagnes ads, etc. Donc, c'est vraiment un travail à faire de manière collégiale entre le commerce et le market, et c'est le fruit finalement de tout ce travail-là qui fait que on va arriver à dealer la conversion avec le contact. Donc, c'est vraiment un partage, justement, et là, ce qui devient très compliqué, justement, c'est que nous, on est dans l'ombre. Donc, hormis voir les différents contenus qu'on met sur LinkedIn ou les différentes pages sur le site, les différents articles de blog, tout le travail sur le SEO ne se voit pas. Tout le travail de nurturing ne se voit pas. Tout le travail qu'on fait sur des campagnes ads, etc. ne se voit pas. Je pense que tout le monde a eu l'expérience de on a lancé telle campagne ads, cool, attends, je vais aller voir sur Google, je vais voir si, attends, on n'apparaît pas. Oui. Alors, ça va être plus long que prévu. Mais voilà, tout ce travail-là, finalement, qu'on fait, qui nous demande du temps, de l'énergie, qui demande aussi beaucoup de réflexion, parce qu'on ne lance pas une campagne ads comme ça, on ne lance pas des rédactions d'articles de blog comme ça. Donc tout ce travail-là, finalement, il est vachement minimisé, mais parce que aussi on a une faute, nous, là-dedans, c'est qu'on ne communique pas sur ces éléments-là. L'aspect communication est très important, que ce soit avec le produit, la direction, les sales, il faut communiquer, et il faut justement leur donner, on en parlait en introduction, mais des petits quick wins. Donc, OK, on va aller sur cette cible-là. Est-ce qu'on est en phase là-dessus? Oui, OK, on va pouvoir lancer peut-être des campagnes ABM.
Donc ça va nous permettre de faire des actions très court terme. Par contre, à côté de ça, nous, vu qu'on est en train de cibler telle typologie d'entreprise, on va travailler sur les mots-clés que recherchent ces types d'entreprises-là, sur tel type de profil, etc., etc. Et donc, communiquer justement dans ce sens-là, ça permet de leur donner un peu de grain à moudre aux sales, parce qu'ils en ont besoin. Mais par contre, d'inscrire finalement toutes les actions qu'on est en train de mener dans notre quotidien, de les inscrire dans une finalité qu'ils arrivent à comprendre, parce que justement, on leur a donné ce petit grain à moudre pendant les X prochaines semaines. Donc ça, c'est important justement de faire ce travail entre court terme et long terme, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera justement à avoir une oreille, une attention particulière de leur part, parce que sans ça, on n'y arrive pas. Pardon. J'ajoute un élément auquel je pense. Il est tout à fait juste de dire que les commerciaux ont la réalité du terrain, avec parfois un biais pour certains d'entre eux, pas tous. C'est la dernière info est la bonne, mais en tout cas, c'est vrai, ils ont la réalité du terrain. Le marketeur l'a beaucoup moins. Il est moins en friction avec le quotidien. Donc ça, faut être OK là-dessus et pas le prendre mal quand les commerciaux disent oui, mais moi, je sais ce qui se passe sur le terrain, toi, tu sais pas. OK. Parce qu'en fait, c'est encore une fois cette histoire de posture. Le marketeur a une posture d'expert de son métier et c'est juste ce que tu dis. En fait, c'est hyper... Enfin, à expliquer, c'est pas évident. Puis quand on veut montrer, bien sûr, on peut pas le montrer concrètement, etc. Donc, on le montre a posteriori avec des résultats. Faut se taper des bilans, des chiffres, des remontées, des KPI, etc. Parfois, il y en a certains, sont pas très passionnés par ce qu'on présente. Donc, en plus, on doit faire de la pédagogie, être très facilitateur, y compris sur la partie présentation, focus de ce qu'on veut montrer. Oui, c'est à nouveau de l'énergie et du temps, mais c'est pas, il n'y a pas de mal le prendre, en fait. Objectivement, les commerciaux sont sur le terrain et nous sommes en posture experte de bonnes pratiques et de test and learn. Voilà, donc on n'est encore pas ni sur la même temporalité, ni sur le même langage. Donc ça, c'est OK, il faut faire avec. Je rajoute un point, c'est justement quand on fait des bilans ou des rex sur ce qu'on a pu faire comme action, des retours d'expérience, etc. Là, la difficulté, justement, c'est d'avoir le commerce avec nous et pas qu'il soit dans une démarche de non, ça n'a pas marché, du coup, on arrête complet. Le test and learn, c'est très compliqué pour eux. Enfin, de mon expérience, j'ai du mal, justement, à les embarquer sur ce truc-là. Alors que c'est Alexandre tout à l'heure qui le disait, nous, on a besoin, justement, de tester des choses, voir si ça marche. Non, on ajuste. On reteste, non, ça marche toujours pas, on réajuste de l'autre côté. Et ça, c'est le métier du market et de la com. Sauf que le commerce, c'est pas ça. Le commerce, on revient encore à la temporalité aussi, mais ils ont besoin d'avoir des retours sur investissement très concrets et directs. Et donc là, quand on fait des actions, quand on mène des actions avec eux, justement sur de l'ABM ou des choses comme ça, c'est très compliqué justement de les embarquer là-dedans, surtout si le test n'est pas concluant. Donc là-dessus, c'est évangéliser un certain nombre de choses, essayer de les rassurer et surtout pas abandonner parce que sinon après c'est plié pour le reste des actions qu'on va faire avec eux. Si on les a, si on est pris en grippe par les sales ou que nous on les prend en grippe, là il commence à y avoir des frictions. C'est pas bon du tout, ça peut remonter auprès de la direction et là on va perdre tout le monde. Donc là, l'idée, justement, c'est, quand on fait ces types de campagnes-là, quand on fait ces retours d'expérience, c'est d'être le plus clair possible, de les rassurer sur le fait qu'on a testé. Par contre, ça ne veut pas dire que les prochains tests ne marcheront pas. Et aussi les rassurer sur le fait que ça peut des fois juste être un verbiage dans un email. C'est pas grand-chose. Ou ça peut être juste un objet aussi dans un email qui ne marche pas. Par contre, si on change l'objet, les résultats peuvent être totalement différents. Et c'est là où, justement, ils n'ont pas la même culture que nous, comme nous, on n'a pas la même culture qu'eux sur certains sujets. Et sur ça, il faut vachement les rassurer, les accompagner et faire justement des retours d'expérience. Pas juste se dire, bon, là, ça n'a pas marché, on va tester autre chose, mais pas en parler avec eux, pas en discuter, pas répondre aussi à leurs questions, leurs doutes, parce que ça aussi, c'est la pire des choses à faire. S'ils doutent dans leur coin, mais qu'ils ne partagent pas avec vous, c'est mort pour la suite des actions parce qu'ils ne vont pas vous suivre au final. Donc, prenez le temps de discuter avec eux, prenez-les en individuel, faites des points ad hoc avec eux sur les différents sujets, même à la machine à café. C'est pas obligé de faire des points 1 heure dans une salle en one-to-one, etc. Non,
aller à la machine à café, discuter, essayer de les rassurer. Parce que c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir même travailler plus efficacement avec eux s'ils se sentent en confiance avec vous. Je ne vais pas rajouter énormément de choses, mais il y a une phrase qui m'avait marqué, moi, à l'époque, dans une expérience précédente. On m'avait dit, de toute façon, quand l'entreprise fonctionne, c'est grâce aux commerciaux, et quand ça ne marche pas, c'est à cause du marketing. Tu vois, c'est l'étape d'après, carrément. Bon, voilà. Ça, c'est dit. Non, moi, le point qui est très important pour moi, c'est qu'on se positionne, et c'est toujours comme ça que je le vois en interne, c'est comme un service support, quoi. Et c'est d'autant plus vrai pour la partie commerciale qu'on doit et qu'on a l'obligation de se mettre comme des supports. Alors, effectivement, si on schématise et qu'on est très binaire, on dit que les commerciaux, ils ont besoin d'être en lumière et que nous, il faut qu'on apprenne à être aussi un petit peu cachés. Mais malheureusement, c'est un peu la réalité aussi. Il faut qu'on arrive à systématiquement à les aider à se mettre en lumière. Et nous, ce que j'ai mis en place, moi, c'est vraiment des revues mensuel avec chaque commercial. Bon, nous, ils ne sont pas très nombreux, ils sont souvent sur les pays. Et en fait, on fait quel est ton prétexte de com aujourd'hui et comment tu veux qu'on travaille sur ton marché. Et en fait, c'est mensuellement, on crée des rendez-vous pour leur dire voilà, moi, je suis support, amène-moi tes besoins et nous, on va réfléchir à comment trouver des solutions. Mais voilà, le positionnement, effectivement, il est des fois de se mettre un petit peu en inférieur pour se dire ok, on est là pour vous aider, pour vous supporter. Mais le positionnement frontal, souvent avec les commerciaux, c'est pas forcément la bonne façon de fonctionner. Oui, le positionnement frontal, vous en avez parlé, vous l'avez expérimenté même, on a vraiment l'impression que c'est pas ce qui fonctionne le mieux, il y a eu pas mal de pistes. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la nécessité d'avoir un vrai binôme. Claire, elle parle de meilleurs amis. Et justement, quand on est un binôme, comment on arrive à se fixer des objectifs communs et partagés, justement, entre autres, pour réduire la friction et comme objectif le succès global de l'entreprise. Alors, comment on fait concrètement ? Bon, vous l'avez compris, moi, c'est l'aspect com, donc comité hebdomadaire obligatoire. Et même, j'irai plus loin sur les activités logicielles. Moi, j'ai la marketeuse qui travaille avec la fonction SDR, donc qui est une fonction commerciale, qui est voilà, là pour qualifier les leads, nurturer et qualifier les leads jusqu'aux sales. C'est des heures passées chaque semaine ensemble. À travailler, à inciter, à faire des feedbacks, etc. Donc, c'est vraiment quand je parle de couple, il y a ce côté-là, quoi. Il faut vraiment être en collaboration. Et puis, alors, sur les objectifs, ce qu'on peut se fixer tous ensemble, c'est des objectifs communs qualitatifs qui permettent l'alignement et leur preuve et qui exercent la co-responsabilité. Il y a vraiment cette notion de co-responsabilité sur le qualitatif. Donc, il faut se mettre d'accord par rapport à son business et son périmètre, etc. Sur l'aspect quanti, alors ça ne dépend pas toujours que du marketing et des sales, parfois de la direction générale, mais il y a des pistes. T'en parlais sur le langage, il ne s'agit absolument pas que le marketing ait comme objectif un nombre de MQL, tandis que les sales ont un nombre de closing, par exemple, ou du chiffre d'affaires. Ça, c'est pire que tout. Donc, surtout pas. Donc, à minima, c'est le même objectif, parce que chacun contribue en fait sur le funnel. Donc, c'est le même objectif. Si c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires pour le marketeur et pour le commercial. C'est la même chose. Et après, il y a des initiatives qui sont plus radicales, et pourquoi pas. C'est la suppression de tout variable pour les commerciaux. Donc, il y a LDLC qui fait ça, il y a Alan qui fait ça, il y a Lucas qui fait ça. Et vous aussi. Ouais. Donc ça va être intéressant que tu en parles. Et du coup, ton expérience peut être super intéressante pour l'audience, je pense, parce que, en tout cas, je sais que Lucas documente l'expérience et vous pouvez trouver sur leur blog des informations autour du fait que, oui, ça a levé plein de freins. Alors peut-être que ça a d'autres biais, tu vas sans doute pouvoir nous en parler, mais en tout cas, je pense que si la direction est OK philosophiquement avec ça peut être une piste intéressante. Ouais, c'est une piste intéressante. Nous, c'est là. Il y a deux choses que je voulais évoquer. C'est positionnement de la gouvernance, c'est-à-dire comment le marketing, on est capable d'être intégré dans la partie commerciale. Donc nous, aujourd'hui, on a la chance que je sois intégré dans la direction commerciale, donc on travaille de pair. Les idées émises avant mon arrivée, c'est effectivement qu'on arrête de faire du variable pour les commerciaux, parce que c'est du temps long, c'est des contrats assez complexes, et parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes. Il y a de l'avant-vente, il y a du back-office, il y a des équipes market, donc nous, ça a été de complètement arrêter ça. Et l'écueil, effectivement, c'est les dérives, et du coup, ça a aussi permis de structurer le service juridique chez nous. C'est-à-dire qu'on a une grosse partie
partie maintenant compliance qui est là justement pour l'éthique dans l'entreprise. Le marché US, malgré la politique aujourd'hui, il y a quand même un gros respect, vu qu'on est nous aussi, enfin, les côtés en bourse, on a aussi des obligations d'éthique. Et du coup, ça a aussi développé ce côté. Typiquement, si je reçois un cadeau de plus de 50 €, je dois le déclarer à la société qu'on va partager en commun. Voilà, il y a toute une charte d'éthique qu'on doit respecter pour l'extérieur et aussi à l'interne. Donc ça a développé ça. On n'a pas de variable pour les commerciaux. Et il y a juste des primes de déplacement pour les techniciens. Voilà, c'est les seules primes qu'il y a dans l'entreprise. Ça a été une volonté des dirigeants d'avoir une organisation très plate. Par contre, ça a demandé de mettre en place une vraie politique compliance juridique pour cadrer tout ça, pour pas qu'il y ait de bac chiche ou de choses comme ça sur des marchés ou avec des profils commerciaux qui peut-être au départ avaient envie de manger un peu, de croquer un peu plus, quoi. Voilà. En termes de performance, vous avez vu des biais sur la performance commerciale? C'est intéressant. Nous, ce qu'on a fait chez Vocasa, c'est donc il y a toujours les commerciaux qui sont primés. Et à un moment donné, le marketing était primé sur justement la génération de leads et alors leads marketingment parlant. Mais au final, il n'y avait pas forcément de lien avec la suite. Qu'est-ce qui fait que... Parce que moi, je peux apporter plein de leads s'il faut. Par contre, ils ne sont pas du tout dans la cible. Donc, il y a toutes ces dérives-là qui nous ont amené finalement à arrêter ce procédé-là. Par contre, les commerciaux ont gardé justement leur prime sur les résultats. Par contre, ce qu'on a fait justement pour travailler plus efficacement entre le commerce et le market, c'est que tous les trimestres, on se fait un point justement pour driver les trimestres à venir. On fait le bilan sur le trimestre écoulé et on fait le point sur toutes les actions qu'on va mener sur le trimestre à venir en fonction des enjeux commerciaux. Justement, c'est là où on décide des campagnes ABM, des campagnes ads, etc., etc. Ça vient finalement s'ajouter à tout le planning aussi que le marketing a sur un semestre ou une année. On sait que sur une année, on veut travailler sur tel sujet. Parce que sur ce mot-clé-là ou sur ce sujet-là, on voit qu'on est un peu en retard. Donc ça, on le prévoit du coup en début d'année. Par contre, tous les trimestres, justement, on vient ajouter, on se donne cette flexibilité de travailler avec le commerce sur ces sujets-là pour les accompagner dans les différents enjeux. Et ça, justement, ça a permis aussi de faciliter les échanges avec le commerce. Parce que là, ils nous voient, justement, comme disait Alexandre tout à l'heure, comme un vrai soutien dans leurs actions et dans leurs objectifs. Et ça a été un vrai atout de travailler avec eux de cette manière-là. Et puis après, moi, avec la direction commerciale, j'ai un point hebdo qui vient jalonner un petit peu toutes les semaines les actions qu'on est en train de mener. Avoir un suivi fin et précis de ce qui est fait. Parce que si on attend la fin du trimestre pour se rendre compte qu'en fait on avait compris deux choses différentes et que nous on a avancé dans un sens et eux dans l'autre, c'est trop tard. Donc là l'idée c'est d'avoir un suivi toutes les semaines, un peu opérationnel. Ça dure une demi-heure, c'est pas long. Par contre, l'idée, c'est de se dire, on sait qu'on a tel objectif pour ce trimestre-là, voilà, nous, on en est, où vous en êtes, vous, de votre côté, vous avez pris du retard, on va temporiser de notre côté, du coup, on va pouvoir avancer sur des sujets de fond, etc., etc. Et ça nous permet justement d'avancer beaucoup plus efficacement, sans qu'on soit dans la frustration qu'un des deux côtés n'avance pas aussi. Parce que justement, on le sait assez tôt, ce qui nous permet de pouvoir ajuster les actions du quotidien et de pouvoir changer rapidement d'action pour le lendemain ou de priorité, etc. Donc ça, c'est des choses qui ont plutôt bien marché jusque-là, donc on va les continuer. Mais voilà, le plus important, je pense, qu'à garder de tout ça, c'est la communication. Garder un contact régulier avec la direction commerciale et les sales, que ce soit sur des points réguliers, trimestriels, mensuels, hebdo. Et puis, prenez le temps aussi juste d'aller boire un café avec eux, parce que c'est à ce moment-là où moi j'ai appris énormément de choses à la machine à café. C'est là où j'apprends finalement le plus de choses, parce que quand on est en réunion, il y a souvent tout le monde, on n'ose pas forcément prendre la parole, pas tout le monde en tout cas. Il y en a pour qui c'est plus simple que d'autres. Mais c'est à ce moment-là, je pense, où on apprend le plus de choses sur des petits détails
qui semblent être des détails comme ça, mais puis qui par contre nous basculent complètement le planning de production ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment important. Prenez ce temps d'échange avec eux, avec le produit, tous les services, ça marche avec tout le monde, mais avec les sales, c'est vachement important. Eh ben, un grand merci à tous les trois, Alexandre, Claire et Johan. Merci pour vos éclairages, vos exemples concrets. J'espère que ça a fait écho chez vous. En tout cas, moi, ça a bien fait écho chez moi. J'espère que ça vous a inspiré. Merci encore pour, voilà, pour tout ça. Et que ça vous a aidé. Du coup, peut-être que vous avez des questions, des précisions sur certains passages, notamment la collaboration avec la direction générale ou le produit ou les sales. Eh bien, le tour est aux questions ou aux contributions. Ça peut être aussi un partage d'expérience. N'hésitez pas.